Tous les vents mugissaient, les montagnes tremblèrent, des fleuves arrêtés, les vagues reculèrent, et du sombre horizon dépassant la hauteur, des vengeances du Dieu, l'immense exécuteur, l'océan apparut. À la lecture du poème d'Alfred de Vigny, l'enfant, bouleversé, éclata en sanglots. Alarmée par ces pleurs déchirants qui résonnaient dans toute la maison, la vieille servante, Amélie, se précipita vers la chambre, suivie de madame Nadine Viau, la mère de l'enfant. Celle-ci le prit aussitôt dans ses bras. « Mon petit Jules, orgueil de mon cœur, tu pleures à cause de ce poème ?» Amélie, les bras croisés, dodelinait de la tête en maugréant. « Décidément, cet enfant est par trop sensible. » C'est vrai qu'à 10 ans, le petit Jules était hypersensible. Si intense que fut la tendresse des parents pour tous leurs enfants, les Viau avaient 3 enfants, il ne faut point s'étonner que sa mère ait particulièrement entouré leur 3e et dernier, ce beau petit garçon, orgueil de son cœur, doux, timide et sensible. À l'école, tout de suite, il plaît à tous, à toutes. Il est le plus charmant des garçons et le meilleur élève de l'école. Bien qu'il ne soit encore qu'un enfant, il n'y a pas une jeune fille qui n'ait la tête tournée vers lui. Il aime la poésie, la musique, apprend de tout jeune le piano. Il lit chaque soir quelques pages de la Bible. Très pieux, il aura même à 11 ans un moment d'exaltation religieuse. Déjà excessif dans ses ambitions, il annonça très sérieusement à ses parents qu'il voulait être martyr. Sa mère, jugeant cette profession un peu trop libérale et sans avenir, parvint à le détourner de son projet. Il aimait aussi la nature, les insectes qui le fascinaient, et l'océan. Nous avons vu sa réaction à la lecture du poème de Vigny. Il faut dire qu'il était né le 14 janvier 1850 et qu'il vivait à Rochefort-sur-Mer, ville de marins par excellence, et que certains de ses ancêtres, tant paternels que maternels, avaient été marins. Bien plus tard, dans les soirées mondaines, quand on lui demandait s'il était d'une famille de marins, Pierre Loti, puisque c'est bien de lui qu'il s'agit, répondait de sa petite voix douce. « Oui, un de mes oncles fut mangé sur le radeau de la Méduse. » Tout le monde alors s'esclaffait. Et pourtant, c'était vrai. Son oncle, Jean-Louis Adolphe Viau, après avoir survécu au naufrage en juillet 1816 du navire sur lequel il était mousse, avait été dévoré par un officier qui aimait les enfants sur le fameux radeau immortalisé par le célèbre tableau de Géricault en 1819. Ayant à la fois l'amour de la mère, le culte de la famille et le sens de l'humour, Pierre Loti adorera raconter toute sa vie l'histoire de cet oncle comestible. Si, dès sa petite enfance, il aimait l'océan, l'amour de la marine lui vint à l'âge de 16 ans. Auparavant, ayant renoncé à l'auréole pour un paradis plus accessible, il devint, à 15 ans, l'amant d'une jeune gitane dans un ravin moussu où bourdonnaient des libellules. Ah, cette initiation l'émerveilla, lui qui, on l'a vu, adorait les insectes. À ce moment-là, il se mit également à adorer les femmes. Lorsqu'il entra, malgré sa taille minuscule, à l'école navale à Brest, une passion nouvelle l'étreignit, une passion extravagante, et d'ailleurs sans espoir. Il était tombé amoureux de l'impératrice Eugénie.
Quelques mois après son entrée à l'école navale, changement complet, métamorphose. Le jeune homme est devenu un homme et entend bien qu'on ne l'oublie pas. Il prend à la fois une gravité un peu forcée pour son âge et une autorité tranchante qui fait impression. Mais même s'il semble avoir changé, il reste au fond de lui et restera toujours un garçon émotif, enthousiaste et exalté. Après avoir passé brillamment ses examens, l'aspirant Viaud embarqua sur le Jean Bart et commença autour du monde un long périple qui devait durer 42 ans. Il découvrit alors avec ravissement Alger, Lisbonne, Rio, Buenos Aires et New York, où il causa un bien curieux scandale, et avait été invité au banquet d'une société de tempérance. On y but naturellement très peu de vin, mais sans doute était-ce encore trop pour l'aspirant, car on dut le faire reconduire chez lui par 2 policemen. Il était ivre-mort. En 1871, à bord de l'aviso le Vaudreuil, puis de la frégate la Flore, il navigue vers l'Amérique du Sud et dans le Pacifique. Lorsqu'il découvre l'île de Pâques, ému par la beauté du site et l'impressionnant alignement des quelques 600 statues colossales qui le contemplent, mystérieux témoins d'une grande civilisation disparue, il ne put s'empêcher de retenir ses larmes. Il aborda ensuite à Tahiti, où les Maoris, à qui les missionnaires n'avaient pas encore enseigné la chasteté, pratiquaient leur sport favori avec la plus candide impudeur. Rendus insatiables par un climat aphrodisiaque, les femmes usaient de subterfuges habiles pour faire pénétrer les marins dans leur intimité. Ah, l'aspirant Viaud fut ébloui, et rapidement, on s'en doute, il se fit d'agréables mais exténuantes relations. N'ayant jamais pu approcher l'impératrice Eugénie, il se consola donc en gagnant l'affection de la reine Pomaré. Un soir, cette femme, fort séduisante et à la peau extraordinairement satinée, lui demanda de se mettre au piano. Toujours facétieux, il lui joua l'Africaine de Meyerbeer. La reine fut émerveillée. Elle le baptisa Loti, qui est le nom de la rose en tahitien. Nous étions le 25 janvier 1872 et l'aspirant Jules Viaud devint alors Pierre Loti, sans se douter encore qu'ayant un autre nom, une nouvelle carrière allait s'ouvrir devant lui, une carrière littéraire, et qu'il deviendrait notre plus grand romancier exotique du XIXe siècle. Mais en attendant, ses voyages se poursuivent et le conduisent dans des pays encore mal connus à son époque. Le voici d'abord au Sénégal, en 1873, où il s'éprend de l'épouse d'un haut fonctionnaire français. Cet amour secret, il vécut plutôt mal. Il trouva fort heureusement quelques apaisements avec une belle créole. Mais hélas, il n'avait vraiment pas de chance. Celle-ci était déjà la maîtresse d'un spahi, ce qu'elle s'était bien gardée de lui dire. Et un jour, ce qui devait arriver arriva. Le spahi apprit l'existence de Pierre Loti. Furieux, il le convoqua aussitôt à minuit près d'un cimetière pour réparer l'affront par les armes. Consterné, l'aspirant s'y rendit, mais en arrivant sur le lieu du combat, il trouva son rival assis sur une borne au clair de lune et anéanti par le chagrin. Comme il avait toujours l'âme sensible, ce spectacle le bouleversa et il éclata en sanglots. Pardon,
dit-il en embrassant les mains du spahi. Puis ils tombèrent dans les bras l'un de l'autre et pleurèrent ensemble. Oh. Ce fut son seul duel. Tous ces voyages ne l'avaient fait pas grandir d'un pouce, ce qui le désespérait. Rentré en France, il chercha à se développer en fréquentant l'école de Joinville-le-Pont. Pour paraître un peu moins petit, il portait des chaussures à talons hauts, marchait à petits pas saccadés et se tenait très droit, ce qui lui donnait une allure un peu guindée. Quelques années plus tard, devenu célèbre, il avouera « J'abandonnerai toute ma gloire, tout mon génie, pour être bâti sur le patron de ces grands gaillards basques qui font la contrebande de l'alcool. » Toute sa vie d'ailleurs, il souffrit de sa petite taille. Joinville lui donna le goût pour la gymnastique, qu'il pratiqua de façon intensive. Il apprit à exécuter des numéros de voltige sur les barres parallèles, dont il aimera par la suite étonner ses admiratrices. Cette passion le poussa à fréquenter les cirques ambulants. À différentes reprises, il prit même part au spectacle. En se tenant debout sur un cheval, c'était un excellent cavalier, sautant dans des cerceaux ou des ronds de papier. Il entrait aussi dans les baraques de foire pour y affronter des athlètes. Un jour, sur la piste du cirque étrusque de Toulon, il fit un numéro de clown cascadeur assez remarquable. Dans un habit multicolore et bondissant sur des trapèzes, grimpant en haut d'un mât, il remporta un triomphe. La foule, émerveillée, lui jeta des bouquets, des oranges, des jouets, et l'un des acrobates professionnels lui dit « Quel dommage que monsieur ne soit pas des nôtres !» Ce compliment le fit rougir de plaisir. Quelques années plus tard, alors qu'il représentait l'amiral dans un concours de gymnastique, il proposa au jury de fournir lui-même le thème de l'exercice. Retirant son bicorne et son sabre, mais gardant ses épaulettes, il bondit sur la barre fixe et sous les yeux de la foule ébahie, il exécuta avec une incomparable maîtrise une série de pirouettes et de redressements extrêmement savants. Après quoi, il remit son bicorne, rajusta son sabre et regagna son fauteuil présidentiel. En mai 1876, il quitta Toulon sur la frégate cuirassée La Couronne, qui mouillera en rade de Salonique. C'est là qu'il allait connaître le grand amour de sa vie, et du même coup sa première héroïne littéraire, la petite circassienne Hatice, dont il fera Asiadé. Elle avait 16 ans, des yeux verts et des cheveux noirs. Comme elle vivait dans un harem, il fit des prodiges pour qu'elle pût sortir chaque soir. Pour la rencontrer, il quittait le bord de la canonnière Le Gladiateur, enlevait son uniforme, se déguisait en pacha turc sous le nom de Arif Effendi et la retrouvait dans une barque remplie de tapis soyeux. C'est de cette époque que date sans doute son goût pour les déguisements. Bercé par la nuit, il passait des nuits enivrantes à se savourer, souvent sans prononcer un mot. Un soir, comme elle pensait qu'elle allait devoir sans doute la quitter bientôt, elle lui proposa de se jeter avec elle dans la mer pour en finir tout de suite. Solution qu'il accepta sans hésiter. Déjà, ils se penchaient ensemble, étroitement lacés, quand le batelier les retint. Et ne le faites pas, ce serait un affreux baiser. En se noyant, on se mord et l'on fait une horrible grimace. L'idée d'une fin aussi épouvantable fit peur à Loti, qui rentra en France pour 2 ans. Un jour, une lettre lui apprit la mort d'Hatice.
Fou de douleur, il rassembla les notes de son journal, et son chagrin prit la forme d'un livre que publia Kalman Levy, son nom d'auteur. Ce fut Aziyadeh qui lança sa prodigieuse carrière d'écrivain. Malgré le succès immédiat et considérable de ce premier roman, Loti, désespéré, songe à se retirer du monde, et il fit alors une retraite à la trappe. La perspective de finir mes jours sous la robe de bure ne m'effrayait presque plus, notera-t-il dans son journal. Mais, durant sa retraite, il entendit un frère qui lisait un texte de saint Bonaventure. « J'ai dit à la pourriture, vous êtes ma mère, et au ver, vous êtes mon père et mes frères. » Bon, épouvanté à l'idée d'avoir une telle famille, il rentra dans le siècle. Pierre Loti a voulu faire d'Aziyadeh la figure emblématique de l'amour, et littérairement, il y a réussi incontestablement. Mais il n'en est pas moins certain que dans la vie, il a eu d'autres grandes passions. La plus grande, peut-être, étant l'inconnu du Sénégal. La petite circassienne, la première de ses héroïnes, n'incarne-t-elle pas, en fait, l'amour léger, fait de tendresse, venant après le pur désir sensuel? Et sa sincérité n'exclura pas la poursuite par Loti, au même moment, d'autres épisodes érotiques, car toute sa vie, Loti sera un affamé de la chair. En 1892, lorsque Loti, devenu un immense écrivain reconnu par tous, sera reçu à l'Académie française, Edmond de Goncourt, l'une des plus mauvaises langues de son temps, l'assassinera dans son journal et ironisera sur l'appétit d'idéal moral de cet auteur dont l'amante dans son premier roman est un monsieur. Après la mort de Loti, sur l'hebdomadaire L'Opinion, un article anonyme dû à un officier qui se trouvait avec Loti sur le Gladiateur en 1876-1877 prétendit révéler la vérité sur Aziyadeh et incita André Gide à lire le roman pour la première fois. Convaincu que l'héroïne de Loti était un héros, il crut deviner Corydon derrière la petite circassienne. En 1949, Jean Cocteau évoquera encore, en passant, le charme d'Aziyadeh, aussi ambigu que les jeunes filles de Proust. En fait, en dépit de tout ce qui a pu être dit ou écrit, on peut affirmer aujourd'hui que Aziyadeh est bien la jeune femme aux yeux verts que nous décrit le livre. Nul travestissement volontaire autre que celui du nom, et si l'on veut trouver l'histoire assez invraisemblable, la raison ne peut en être cherchée que dans la condition de dame de l'héroïne, qui n'était sans doute pas, comme l'a dit Loti, une des 4 épouses du vieil Abbedin, mais l'une de ses esclaves, beaucoup plus libres d'ailleurs de leur mouvement que ne pouvait l'être leur maîtresse. Loti repartira à la recherche du souvenir d'Aziyadeh, et de cette quête fébrile, il ramènera un petit livre pathétique, Fantôme d'Orient, qui bouleversera le jeune Valéry Larbaud et que Charles Dubos tenait pour le chef-d'œuvre de Loti. Après Aziyadeh, encouragé par son amie Juliette Adam, fondatrice de l'importante Nouvelle Revue, il publia Le mariage de Loti, signé par l'auteur d'Aziyadeh, puis Le roman d'un spahi, qui raconte ses aventures avec des femmes indigènes lors de son séjour au Sénégal. Ce fut le premier roman qu'il signa Pierre Loti, en ajoutant son surnom
polynésien, un prénom qu'il utilisait déjà en privé par fantaisie depuis quelques années. Promu lieutenant de vaisseau, devenu écrivain à la mode, il se lie d'amitié avec Alphonse Daudet et également avec celle qui triomphe alors sur toutes les scènes parisiennes, la grande Sarah Bernhardt. À propos d'Alphonse Daudet, le grand romancier provençal, auteur du Petit Chose et des Lettres de Montmoulin, celui-ci considérait Pierre Loti comme son fils, bien qu'il n'avait que 10 ans de plus que lui. À l'instar de son truculent héros, Tartarin de Tarascon, Daudet était un peu menteur par imagination, et aimait bien dire aux gens qu'il aimait l'aventure et les voyages, était toujours prêt à s'embarquer pour n'importe quelle expédition dans le monde. En réalité, il préférait plutôt le confort et la sécurité d'une vie bourgeoise. S'il aimait le voyage et l'aventure, c'était essentiellement à travers les récits et les romans. Et le roman de Loti, Asiadé, était devenu l'un de ses livres de chevet. Daudet prenait un grand plaisir à parler avec Loti, et il était ravi de l'accueillir chez lui, mais Loti était toujours par Mont et par Vaux, et même lorsqu'il se trouvait à Paris, parvenir à le recevoir à dîner relevait de l'exploit. Comment attirer Loti? Les salons l'embêtent, disait souvent Alphonse Daudet à son fils Léon, qu'il avait chargé de relancer. Loti ne répondait que rarement aux lettres et télégrammes. Même quand on mettait la main sur lui, après de longues recherches, il suivait sa pensée et le fil de son récit, de sorte qu'il était bien difficile de fixer son attention. Par ailleurs, il n'avait pas de carnet où inscrire ses rendez-vous, et sa mémoire, sur ce point, était défaillante, de sorte que la même comédie recommençait chaque fois. Léon Daudet. Monsieur Loti, j'ai un mot à vous dire. Pierre Loti. Mais comment donc, cher ami? Mon père vous supplie, vous conjure, vous abjure de venir dîner jeudi prochain chez lui. Vous êtes libre? Attendez donc, cher ami, attendez donc. Nous sommes mercredi. Oui, sauf erreur, c'est demain jeudi. Je dois terminer mon prochain roman, mais j'ai un si grand plaisir à voir votre illustre père et l'un de mes plus chers amis. Eh bien, pour vendredi, cher ami, parfaitement. Non, pas vendredi, jeudi, ça perd les popettes. Comment vous gravez cela dans la tête? N'ayez aucune crainte, je rentre aussitôt chez moi et je demande à Jérôme, mon fidèle secrétaire, de me rappeler demain que je dîne chez Alphonse Daudet. Ça colle, hein? Alors, monsieur Loti, nous comptons sur vous jeudi, 31 rue de Bellechasse, 8 heures, en veston. Le lendemain, à partir de 7h30, Alphonse Daudet, qui lui n'avait pas oublié, interrogeait son fils avec inquiétude. « Tu es sûr que Pierre Loti va venir ?»« Ah, papa, j'ai fait de mon mieux, il m'a promis d'être exact, mais avec lui... » Chez les Daudet, à chaque coup de sonnette, on répétait « C'est lui !» Mais non, c'était tantôt Armand Charpentier, auteur malheureux du roman d'un singe qui venait se lamenter sur son sort, ou l'aimable Louis Gonderax, qui jouissait d'une réputation d'habile correcteur des auteurs parisiens et qui arrivait toujours chez les gens quand on ne l'attendait pas. Enfin, à 8h15, Alphonse Daudet se décida à se mettre à table, aussi mélancolique que Tristan privé de son Iseult. On essaya d'abord d'évoquer l'absent. On cita des passages de Asiadé ou du roman d'un Spahi qui aiguisaient le désir davantage.
La soirée se passait dans cette petite angoisse. Le lendemain, Léon Daudet tomba sur Lottie qui rugissait. « Ah, saperlipopette, cher ami, c'est bien ce soir, vendredi, que je devais dîner avec votre père. Mais imaginez-vous qu'une promesse antérieure... » La vérité est sans doute que son amour de l'indépendance lui rendait le sédentaire d'une soirée extrêmement pénible. Au fil des années, la notoriété de Lottie ne cessa de s'amplifier, et le lieutenant de vaisseau était courtisé par la meilleure société. Toutefois, son nouveau grade et sa célébrité ne l'empêchaient pas de conserver son goût du déguisement, son goût des farces aussi et des mystifications, car Pierre Lottie fut à cette époque le roi des mystificateurs. Ainsi, par exemple, lorsqu'il était dans son bureau, dans son appartement parisien, il faisait descendre par la fenêtre des petits paquets soigneusement faits et attachés par un fil qu'il tirait précipitamment dès qu'un passant se baissait pour les ramasser. D'autres fois, lorsqu'une dame de Rochefort passait sous une ombrelle, il lui jetait une poignée de plomb de chasse qui crépitait sur la toile, affolant la malheureuse. Il bombardait aussi les passants avec des queues d'asperges. Il tirait les sonnettes, ou encore, raconte un de ses contemporains, s'amusait à jeter dans les jambes des particuliers des rats en carton. Ce goût de la mystification se retrouve dans la manie qu'il avait depuis son séjour en Turquie de se déguiser. Il adoptait le costume national de tous les pays qu'il visitait. On le vit en bédouin, en turc, en albanais, en hindou. Il porta le pagne, le burnous, la robe japonaise, et à Rochefort même, où il se retirait entre deux voyages, les braves Charentais le rencontraient tantôt en fesse, tantôt en turban. Il était aussi un excellent imitateur. Il reproduisait, avec une vérité saisissante, le chant des oiseaux, les rugissements des animaux sauvages, le beuglement des vaches, les aboiements des chiens et les miaulements des chats. Il n'avait aucune difficulté à adopter les accents de nos provinces, et pour chacun de ses interlocuteurs, il adoptait l'accent approprié, celui de la Normandie, avec Guy de Maupassant, l'accent du soleil destiné à son ami Alphonse Daudet, mais aussi l'accent grec pour le poète Jean Moréas, qui naquit à Athènes, et bien évidemment le zézément d'Émile Zola. Mais il n'y avait chez lui aucun désir de blesser ou de railler quelconque. Il était bon comme le pain, vif comme l'éclair, continuellement blagueur et toujours délicieux, ce qui ne signifiait pas qu'il n'hésitait pas à pousser de gueulantes quand un événement ou des propos l'indignaient. En mai 1883, il participa, ou plus exactement, il assistera consterné, à bord de la corvette cuirassée La Talente, à l'absurde et folle expédition du Tonkin. La parution en octobre sur le Figaro d'un article sous sa signature rapportant les massacres des civils auxquels les Français s'étaient livrés lors de la prise de Hué fit un énorme scandale dans la presse française et étrangère, au point que le gouvernement fit interrompre la publication du reportage explosif et que Lottie fut rappelé, convoqué à Paris et vertement réprimé. Mais celui-ci n'en avait cure. Il avait fait connaissance, l'année précédente, d'une jeune pimpolaise, et il rêvait d'en faire sa femme. Son rêve ne se concrétisa pas, mais elle allait néanmoins lui inspirer le personnage de God dans Pêcheur d'Islande. Ce roman épique fera de lui l'un de nos plus grands peintres de la mer. Le début du roman retrace la vie rude des marins qui pêchaient la morue au large de l'Islande.
Yann et Sylvestre, qui font partie de l'équipage de la Marie, sont unis par une grande amitié. Yann est épris de Gaude, la cousine de Sylvestre. C'est un excellent cœur, un matelot de grande valeur, mais son caractère sauvage, sa timidité, l'empêchent de se déclarer. Dans les derniers chapitres du roman, après la mort de Sylvestre, Yann finira par épouser Gaude, mais repartant pour une nouvelle campagne de pêche et emporté par une tempête, il ne reviendra plus. Allons à la rencontre de nos deux marins, Yann et Sylvestre, confrontés à une violente tempête dans cet extrait de Pêcheurs d'Islande. C'était bien du très gros temps, et il fallait veiller. Mais tant qu'on a devant soi de l'espace libre, de l'espace pour courir. Yann et Sylvestre étaient à la barre, attachés par la ceinture. Ils chantaient encore la chanson de Jean-François de Nantes. Grisés de mouvement et de vitesse, ils chantaient à pleine voix, riant de ne plus s'entendre au milieu de tout ce déchaînement de bruit, s'amusant à tourner la tête pour chanter contre le vent et perdre haleine. « Eh bien, les enfants, ça sent-il renfermé là-haut » leur demandait Garmeur, passant sa figure barbue par les coutilles entrebâillées, comme un diable prêt à sortir de sa boîte. « Oh non, ça ne sentait pas le renfermer, pour sûr. » Ils n'avaient pas peur, ayant la notion exacte de ce qui est maniable, ayant confiance dans la solidité de leur bateau, dans la force de leurs bras, et aussi dans la protection de cette vierge de faïence qui, depuis 40 années de voyage en Islande, avait dansé tant de fois cette mauvaise danse-là, toujours souriante dans ses bouquets de fausses fleurs. En général, on ne voyait pas loin autour de soi. À quelques centaines de mètres, tout paraissait finir en espèce d'épouvantables vagues, en crêtes blêmes qui se hérissaient, fermant la vue. Une clameur géante sortait des choses comme un prélude d'apocalypse, jetant l'effroi des fins du monde. Et malgré leur allure de fuite, la mer commençait à les couvrir, à les manger, comme ils disaient. D'abord des embruns fouettant de l'arrière, puis de l'eau, attaquée, lancée avec une force à tout briser. Les lames se faisaient toujours plus hautes, plus follement hautes, et pourtant elles étaient déchiquetées à mesure. On en voyait de grands lambeaux verdâtres qui étaient de l'eau retombante que le vent jetait partout. Il en tombait de lourdes masses sur le pont avec un bruit claquant, et alors la Marie vibrait tout entière comme de douleur. Maintenant, on ne distinguait plus rien à cause de toute cette bave blanche éparpillée. Quand les rafales gémissaient plus fort, on la voyait courir en tourbillon plus épais, comme en été la poussière des routes. Une grosse pluie qui était venue passait aussi tout en biais, horizontale, et ces choses ensemble sifflaient, cinglaient, blessaient comme des lanières. Ils restaient tous deux à la barre, attachés et se tenant fermes, vêtus de leur cirage, qui étaient durs et luisants comme des peaux de requin. Ils les avaient bien serrés au cou par des ficelles goudronnées, bien serrés aux poignets et aux chevilles pour ne pas laisser l'eau passer, et tout ruisselant sur eux, qui enflaient le dos quand cela tombait plus dru, en s'arc-boutant bien pour ne pas être renversés. La peau des joues leur cuisait et ils avaient la respiration à toute minute coupée. Après chaque grande masse d'eau tombée, ils se regardaient en souriant à cause de tout ce sel amassé dans leur barbe. À la longue, pourtant, cela devenait une extrême fatigue, cette fureur qui ne s'apaisait pas, qui restait toujours à son extrême paroxysme exaspéré. Les rages des hommes, celles des bêtes, s'épuisent et tombent vite. Il faut subir longtemps, longtemps, celles des choses inertes
qui sont sans cause et sans but, mystérieuses comme la vie et comme la mort. Pêcheurs d'Islande, qui fut publié en juin 1886, fut certainement le roman de Loti qui connut le plus grand succès. L'année précédente, Loti s'était embarqué à Toulon pour rejoindre l'escale de l'amiral Courbet dans les mers de Chine, et il séjourna pendant 5 semaines au Japon où il épousa une jeune japonaise, Okane-san, qui deviendra Madame Chrysanthème, publiée en 1887, laquelle inspirera Puccini en 1904 pour son opéra Madame Butterfly. Cela n'empêchait nullement Loti d'épouser à Paris, en octobre 1886, Blanche de Ferrières. Il l'avait rencontrée à Bordeaux en juillet de la même année, et il l'avait trouvée si belle lorsqu'elle lui fut présentée, qu'il se mit à pleurer à chaudes larmes et eut toutes les peines du monde pour articuler quelques compliments banals. Pourtant, le moins que l'on puisse dire est qu'il fut un époux très distant, bien que Blanche lui donnera 2 enfants, le premier en 1887, qui ne vivra que quelques jours, le second, Samuel, en 1889, mort en 1969. Ce nouveau mariage ne mit pas fin, en tout cas, à ses excentricités, ni à ses aventures féminines, bien au contraire. En septembre 1887, il est invité par la reine Élisabeth de Roumanie, épouse du roi Charles Ier, dans son château des Carpates. Cette invitation le comble de joie, et évidemment, il verse des torrents de larmes. Selon son ami Paul Fort, il fut en effet toute sa vie fasciné par les rois, qui restaient à ses yeux, comme à ceux d'un enfant, des personnages de contes de fées. On se souvient qu'il fut passionnément amoureux à 17 ans de l'impératrice Eugénie. Un de ses biographes, Alain Quéla-Villéger, a dressé la liste, non exhaustive, des têtes couronnées qu'il fréquenta plus ou moins amicalement. Plus de 20. Loti avait envoyé Pêcheurs d'Islande à la reine Élisabeth qui écrivait des poèmes sous le nom de Carmen Silla et lui en avait adressé un, traduit en français. La reine Élisabeth vit dans le livre de Loti le plus beau roman qu'ait produit la littérature moderne. Loti séjourna une semaine dans le palais de sa royale consoeur. Il en tomba bien évidemment amoureux, mais se garda bien de le lui dire. Il devait revoir la reine au printemps 1890 au palais de Bucarest, puis 1 an plus tard à Venise, où elle dut s'exiler après le scandale des fiançailles entre Hélène Vaccaresco et le prince héritier. Loti évoquera ses rencontres avec Élisabeth dans L'Exilé. Bien qu'il approchait à présent de la quarantaine, Loti restait un éternel gamin et multipliait les extravagances. De plus en plus souvent, il se collait une fausse barbe, et il s'en allait, revêtu d'une blouse d'ouvrier, courir les bouges de la ville. À la Comédie Française, on le vit un soir, au premier rang, en uniforme de simple matelot, col bleu et pompon rouge. Au cours d'une soirée mondaine, il arriva habillé en divinité égyptienne. On sait par ailleurs qu'il se maquillait, parfois outrageusement. Le rouge qu'il se mettait aux joues et aux lèvres, le bleu dont il se cernait les yeux, étonnait et souvent scandalisait les bourgeois. C'était son côté provocateur, et sans doute aussi un moyen de dissimuler une timidité et un manque de confiance en lui qu'il traînait depuis son enfance.
À Rochefort, dans l'immense salle gothique de sa maison, il organisait des dîners Louis XI, où les invités devaient venir en costume d'époque et parler le français du XVe siècle. Nombre de personnalités du Paris mondain, politique et littéraire y participaient, à commencer par sa vieille amie Sarah Bernard. Dans sa maison, véritable maison théâtre, il avait aménagé une salle turque, une pagode japonaise, une chambre arabe et une mosquée où se trouvait une reproduction exacte de la tombe d'Akitché. Son penchant pour la farce se doublait d'un goût enfantin du mystère. À Paris, il croyait brouiller sa piste en descendant à l'hôtel, le même pendant 30 ans, sous le nom de Monsieur Daniel. Cette manie faisait dire à Léon Daudet: Loti a un côté rocambolesque. Il prend des noms supposés pour aller acheter un petit pain ou essayer un chapeau. En mai 1891, Pierre Loti est élu à l'Académie française, avec 18 voix contre 0 à Émile Zola. Lors de son discours de réception à la Coupole, il stupéfia l'auditoire en déclarant: Messieurs, je ne lis jamais. Le lendemain, il apprit que son concurrent malheureux était dans la salle. Comme il avait presque légèrement égratigné, disons, le naturalisme, il s'empressa alors d'écrire à Zola pour s'excuser et lui faire part de son estime. Pour en revenir à Madame Chrysanthème, avec son art impressionniste, on peut dire que Loti, sans être parvenu à pénétrer réellement la psychologie japonaise, lui qui se sentait l'âme à moitié arabe, nous présentera des scènes pittoresques et pleines d'humour, comme la fameuse scène de présentation de sa fiancée. Abandonnant pour un temps la Vendée, il s'installa en 1893 au Pays Basque, à Asquin, où il vécut une aventure ardente qui sera le thème de Ramoncho, une aventure avec une jeune basque espagnole, Cruchita Gainza, à la beauté farouche et vigoureuse des gens de cette race. Sa nouvelle femme de chair lui donnera 3 enfants. Il se mit alors à faire de la contrebande. Pourquoi pas? Toutefois, à ce moment-là, l'Académie, pour éloigner ce membre décidément trop remuant, l'envoya remettre les palmes académiques au Maharaja de Travancore. Là encore, il faillit causer un scandale. En effet, à la place de la boîte qui contenait la décoration, il avait emporté une autre boîte identique contenant une seringue. Par bonheur, il s'en aperçut à temps. Pondichéry lui plut beaucoup et félicita chaleureusement le Maharaja en ces termes: C'est très, très joli. On dirait Rochefort. Puis il partit pour la Perse, à dos d'âne. L'absence de toute civilisation moderne l'émerveilla. Dans chaque village qu'il traversait, il réunissait les notables et les complimentait de n'avoir point de locomotive. Les braves persans remerciaient, mais demeuraient perplexes, car ils n'avaient jamais entendu parler des chemins de fer. Il se rendit enfin à Constantinople, où une aventure singulière l'attendait. 3 jeunes femmes, dont une française, Madame Léra, en littérature Marc Ellis, s'amusèrent à le duper d'une façon fort peu délicate. Se faisant passer pour 3 jeunes Turcs séquestrés dans un harem, elles lui donnèrent des rendez-vous clandestins dans des endroits mystérieux où elles arrivaient voilées. Nous étions alors en 1904. Loti, qui adorait ce genre d'aventure, crut vivre une intrigue réelle, et de cette triste supercherie naquirent les désenchantés. Loti, dont la sensibilité fut toujours à fleur de peau, et que les caricaturistes représentaient très souvent en pleurs, et c'est vrai qu'il avait la larme facile, comme on a pu le voir, Loti aurait sans doute éclaté en sanglots
s'il avait su que les héroïnes de ces désenchantés s'étaient odieusement moquées de lui. En fait, il ne sut jamais la vérité, et Madame Lérat ne se vanta de son exploit qu'après la mort de l'écrivain. Loti passera 18 mois à Constantinople, où il retrouvera la tombe d'Asiyadé. Et lorsqu'il rentra en France, il emporta clandestinement dans ses bagages sa stèle, dont il avait fait faire une copie pour la remplacer au cimetière. En juillet 1906, Les Désenchantés, roman des harems turcs contemporains, lui valut son plus grand succès depuis Pêcheurs d'Islande. Mais Loti, qui avait enchanté et continué d'enchanter ses innombrables lecteurs, semblait de plus en plus amer et déçu par la vie, malgré ses succès littéraires et ses promotions successives. En août 1906, il est promu capitaine de vaisseau. L'enchanteur était désenchanté, terriblement désenchanté. Comment expliquer cela? C'est qu'en fait, au fond de lui-même, ce romantique attardé portait une incurable mélancolie, comme une croix de plus en plus lourde à porter avec les années. Cette éternelle nostalgie, c'est le nom sous lequel les éditions de la Table Ronde ont réédité son journal intime, qui couvre la période de 1878 à la guerre de 1914, et qui est particulièrement intéressant car on y découvre toutes les facettes de la personnalité de Loti, une personnalité beaucoup plus complexe qu'il n'y paraît. Son goût des idylles exotiques et des civilisations lointaines traduira toujours son perpétuel besoin d'évasion. Mais sa pensée restera obsédée par l'idée de la mort et la conviction profonde que toute agitation humaine n'est en réalité qu'illusion et vanité. Vacuité de l'existence, vivre pour procréer, s'acharner à faire vivre sa famille dans un monde souvent hostile, puis s'effacer, quitter le théâtre de la vie, abandonner la scène où d'autres pantins s'agiteront, fascinés à leur tour par les feux de la rampe avant d'être relégués dans l'ombre des coulisses par de nouveaux acteurs qui répéteront le même rôle sous la lumière vide des projecteurs. S'il n'y avait pas le piment de l'amour pour assaisonner nos relations, notre passage sur la terre serait terriblement insipide. Ah, l'amour. Un sentiment qui nous égare, nous fait jouer à notre insu le peu de l'espèce au détriment de l'individu. Pierre Loti examine sans indulgence sa vie passée, ses amours brisés par la mort, Asiyadé, ses amours déçus, la cruelle Madame Lérat, et restant fidèle à ses vieilles habitudes, il pleure. Comme s'il était parvenu au crépuscule de sa vie, bien qu'il n'avait pas encore 60 ans et qu'il était au mieux de sa forme. Il revoit quelques images insignifiantes de sa vie et laisse remonter à fleurs de conscience une foule de petits détails anodins, chargés d'une signification plus profonde qu'il ne croyait, et ces images le hantent. Il revoit, par exemple, cette mèche de cheveux retombant sans cesse sur le front d'Asiyadé, qui, malgré plusieurs tentatives infructueuses, s'évertuait à la remettre en place en soufflant dessus. Il se rappelait l'avoir taquiné à ce sujet. Il revoit Asiyadé se raidissant de douleur, le jour où, comme elle buvait son café, elle s'était blessée à la main en brisant malencontreusement sa tasse en porcelaine, et son sang coulant d'abord goutte à goutte, puis en un mince filet noir, tandis qu'il s'efforçait, avec Achmet, son petit serviteur, d'arrêter l'hémorragie avec des plantes et de la cendre.
Il revoit le petit Achmed, aux yeux pétillants de gaieté et d'esprit, un soir, debout dans sa chambre, lui offrant la moitié de son avoir, un de ses chevaux, en agitant avec colère sa large manche blanche. Il avait comploté ceci avec Aziyadeh pour qu'il ne reparte pas en France. À partir de cette soirée, il l'avait aimé sincèrement. Toutes ces images se bousculent dans sa tête et il s'écroule sur son pouf favori, ramené de Constantinople. Quelquefois, pourtant, il ressent la mort comme l'interruption nécessaire et élégante de la vie, comme le couronnement de la vie, et non comme une défaite. Mais le plus souvent, il envisage avec effroi, et pour échapper à la solitude qu'il redoute autant que la mort, il s'efforce de voir le plus de monde possible. C'est alors qu'une amitié singulière va naître entre l'écrivain voyageur et un homme politique dont les Marseillais ont retenu le nom, surtout parce qu'il fut assassiné à Marseille, sur la Canebière, le 9 octobre 1934, en même temps que le roi Alexandre Ier de Yougoslavie. Et je veux parler de Louis Barthou, futur président du Conseil, historien et biographe de Danton. Cette amitié va lui insuffler un nouveau souffle et le pousser à continuer. Avec les années, s'il voyage toujours et reste très actif, il s'engagera en 1913 dans la défense de sa chère Turquie, Loti semble de plus en plus hanté par un fantôme, celui de sa chère Aziyadeh, même s'il avait pourtant fait son deuil depuis longtemps de la petite circassienne, un fantôme d'Orient qu'il décrit si bien dans son livre éponyme. Le soir, accoudé à l'arrière du paquebot qui m'emporte, je regarde comme il y a 10 ans s'éloigner Constantinople. Puis le crépuscule tombe comme un grand voile jeté sur tout, et à la sortie du Bosphore, dans la mer Noire, la nuit nous prend tout à fait, et tout s'apaise en moi, de plus en plus, tout s'éloigne, retombe dans un lointain plus effacé. Dans mon enfance, je me souviens d'avoir lu l'histoire d'un fantôme qui venait timidement le soir appeler de la main les vivants. Il revint ainsi pendant des années, jusqu'au moment où quelqu'un ayant osé le suivre, on comprit ce qu'il demandait et on lui donna satisfaction. Eh bien, ce rêve angoissant qui pendant tant d'années m'avait poursuivi, ce rêve d'un retour à Constantinople toujours entravé, n'aboutissant jamais, ce rêve ne m'est plus revenu depuis que j'ai accompli ce pèlerinage. Et du côté de l'Orient, tout s'est apaisé encore dans mon souvenir avec les années qui ont continué à passer. Ce rêve était sans doute l'appel du cher petit fantôme de là-bas, auquel j'ai répondu et qui ne se renouvelle plus. En 1914, atteint depuis 4 ans par la retraite, Pierre Loti voulut reprendre du service et demanda au gouvernement de lui donner même un poste très en sous-ordre. Mais le ministre de la Marine, l'amiral Lacaze, refusa de l'engager comme mousse à 64 ans. Il lui confia toutefois d'importantes missions sur le front et en Italie. Dans le cadre de sa mission d'études sur la DCA en 1917, il passera même à Pierrefonds le baptême de l'air, à bord d'un biplan volant à 1500 mètres d'altitude, au milieu de sombres nuages d'orage à plus de 100 km/h. En juin 1918, il est décoré de la Croix de guerre avec citation à l'ordre de l'armée. C'est le temps des honneurs et de la reconnaissance de la France pour une brillante carrière militaire.
En décembre 1921, il recevra dans la salle Renaissance de sa maison de Rochefort une délégation turque venue lui apporter une lettre d'hommage du président de la Grande Assemblée nationale, Mustafa Kemal, Atatürk, et un tapis destiné à témoigner de la profonde et inaltérable amitié du peuple turc envers l'illustre maître qui, de sa plume magique, a, dans les plus sombres jours de son histoire, défendu ses droits. L'année suivante, l'amiral Lacaze viendra lui remettre chez lui les insignes de Grand Croix de la Légion d'honneur au nom de l'instruction publique et des beaux-arts. En 1923, une hémiplégie l'empêche désormais d'écrire. Mais, sentant venir la maladie, il avait décidé d'arrêter la rédaction de son journal intime en août 1918. Son journal intime qui sera publié par son fils Samuel 2 ans après sa mort. Le dimanche 10 juin, jour de la Fête-Dieu, à 4 heures du matin, Pierre Loti, à demi paralysé, meurt dans sa maison d'Ondaille à l'âge de 73 ans, et toutes les femmes du monde pleurèrent. Toutes les femmes pleurèrent Loti, le séducteur, Loti, l'enchanteur, Loti, qui fut le personnage le plus photographié de son époque, et sans doute l'un des plus admirés, et dont on pourra dire plus tard, comme Sacha Guitry: vivait jadis un écrivain que l'on admirait tellement dans son pays qu'une escadre l'accompagnait quand il faisait le tour du monde. Je vous remercie.